Je donne la parole à son Excellence, M. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Merci Madame la Présidente. Excellences, chers collègues, si je comprends bien, la réunion d'aujourd'hui a été motivée par la volonté de certaines délégations de discuter du thème de l'impunité en Ukraine. J'estime que le moment est particulièrement opportun parce que c'est précisément le terme « impunité » qui reflète ce qui se produit dans ce pays depuis 2014. Des forces radicales nationalistes, des gens ouvertement russophobes et des néo-nazis sont arrivés alors au pouvoir à la suite d'un coup d'État militaire ouvertement soutenu par les pays occidentaux. Juste après, ils ont choisi le chemin de l'arbitraire, ignorant complètement les droits et les libertés fondamentaux, le droit à la vie, la liberté d'expression, l'accès à l'information, la liberté d'expression et de conscience, l'usage de la langue maternelle. Les crimes commis à Maïdan en février 2014 restent impunis jusqu'à présent. Les coupables de l'ignoble tragédie d'Odessa le 2 mai 2014, quand près de 50 personnes ont été brûlées vives et sont mortes à la maison des syndicats, n'ont toujours pas été trouvés ni condamnés. Les assassinats politiques d'Oles Bouzina, de Pavel Cheremet, d'autres personnalités publiques et journalistes sont du même ordre. Et malgré cela, on cherche aujourd'hui à nous imposer un récit complètement différent sur l'agression russe, qui serait la cause première de tous les malheurs, tout en ignorant le fait que pendant plus de 8 ans, l'armée ukrainienne et les combattants des formations nationalistes ont tué et continuent de tuer en toute impunité les habitants du Donbass, seulement parce que ces derniers avaient refusé de reconnaître les résultats du coup d'État criminel, anticonstitutionnel et sanglant à Kiev. Ils ont décidé de défendre leurs droits qui étaient garantis par la constitution de l'Ukraine, y compris le droit d'utiliser librement leur langue maternelle russe. Rappelez-vous qu'en 2015, le Premier ministre ukrainien de l'époque, M. Yatsenyuk, a déclaré que le Donbass était peuplé de sous-hommes. L'actuel président, M. Zelensky, ne s'en est guère démarqué. Dans une énième interview, en septembre de l'année dernière, quand on lui a demandé ce qu'il pensait des habitants du Donbass, Zelensky a répondu « Vous savez, il y a les gens et puis il y a les créatures, les spécimens. C'est une constante très caractéristique du régime ukrainien, tant sous Poroshenko que sous Zelensky. » Ils ont fait passer tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec les résultats du coup d'État pour des terroristes. Cela fait 8 ans que le régime de Kiev mène une opération militaire contre les civils. À propos, en Ukraine, depuis de nombreuses années, la mobilisation totale de toute la population adulte, y compris d'ailleurs les femmes, est en cours, afin de les recruter dans les rangs des bataillons nationalistes et des forces armées ukrainiennes. En déclarant hypocritement respecter les accords de Minsk, les autorités de Kiev ont franchement et impunément saboté leur mise en œuvre. Elles ont instauré un blocus financier, un blocus des transports et un blocus énergétique au Donbass. On a coupé aux habitants leurs allocations sociales, leurs retraites, leurs salaires, les services bancaires, les communications, l'instruction et les soins médicaux. Ils ont été privés des droits civils élémentaires garantis notamment par les pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi qu'aux droits civils et politiques. À un moment, fatigué de faire semblant, M. Zelensky a déclaré que le paquet de mesures de Minsk n'était nécessaire que pour garder les sanctions imposées contre la Russie. Son prédécesseur et co-auteur des accords de Minsk, M. Poroshenko, a été encore plus franc. Il y a quelques mois, il a déclaré publiquement avec fierté que ni lui ni personne d'autre en Ukraine n'allait respecter les accords qu'il avait signés et que ces accords n'étaient nécessaires que pour gagner du temps afin de recevoir des armes des pays occidentaux en vue de la guerre contre la Fédération de Russie. Le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, M. Danilov, s'est récemment exprimé dans le même esprit. Le régime de Kiev doit son impunité, bien sûr, à ses parrains occidentaux, principalement l'Allemagne et la France, et bien sûr les États-Unis. Au lieu d'obliger les dirigeants de Kiev à respecter les accords de Minsk, ils ont cyniquement fermé les yeux sur les menaces ouvertes de Kiev de résoudre le problème du Donbass par la force, selon ce qu'on appelle le plan B.
Ces dernières années, le régime de Kiev a lancé une attaque frontale totale contre la langue russe, portant atteinte aux droits de la population russe et russophone de l'Ukraine en toute impunité. Les scandaleuses lois linguistiques sur l'instruction ont été adoptées en 2017 sur la garantie du fonctionnement de la langue ukrainienne comme langue officielle en 2019, sur l'enseignement général secondaire complet en 2020, sur les peuples autochtones d'Ukraine en 2021. Toutes ces lois visent à la marginalisation de la langue russe, dans les faits à son interdiction totale. Dans le même temps ont été adoptées des lois encourageant la théorie et la pratique du nazisme. Les timides recommandations de la Commission de Venise du Conseil de l'Europe, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, du Haut Commissariat de l'OSCE pour les minorités nationales sur une correction de la législation linguistique ont été ignorées par Kiev. À leur tour, ces structures multilatérales n'ont pas eu le courage, à moins qu'elles n'y aient tout simplement pas été autorisées, d'inciter les autorités ukrainiennes à remplir leurs obligations internationales dans le domaine des droits de l'homme. Le ministère ukrainien de l'Éducation a exclu la langue russe et la culture russe du programme scolaire. Les livres en russe sont interdits, voire détruits, comme dans l'Allemagne fasciste. Des monuments aux écrivains russes sont déboulonnés. Une idéologie d'intolérance nationale vis-à-vis des Russes ethniques est inoculée avec le soutien de l'État. Aujourd'hui, les personnalités officielles de ce pays n'ont plus honte de leur nature nazie, appelant ouvertement et impunément à tuer les Russes. Voici quelques exemples. L'ambassadeur d'Ukraine au Kazakhstan, M. Vrublevski, qui est revenu à Kiev, a déclaré dans une interview il y a un mois, je cite, « Nous nous efforçons de tuer autant de Russes que possible. Plus on en tue aujourd'hui, moins nos enfants devront en tuer. » Voilà, c'est tout. Fin de citation. Est-ce que quelqu'un y a fait attention ? Avant cela, c'est le maire de Dniepr, Filatov, qui s'est exprimé pareillement au début du printemps. Je cite, « Le temps de la colère froide est venu. Nous avons désormais le droit moral de tuer ces sous-hommes calmement et l'esprit clair partout dans le monde pendant un temps illimité et dans des quantités maximales. » Fin de citation. Le 13 septembre dernier, M. Danilov a déclaré, je cite, « Les habitants des localités dans lesquelles entrent les forces armées ukrainiennes seront soumis à une ukrainisation sans tenir compte de leur opinion. Cela ne concerne pas que les Russes, mais également d'autres nationalités. Et si vous souhaitez recevoir en plus une instruction dans d'autres langues, le roumain, le polonais, l'hébreu, c'est possible, mais pas aux frais de l'État. C'est à vos propres frais que vous pouvez enrichir vos connaissances. » Faut-il préciser que ces saillies russophobes sont restés absolument impunis? Ce n'est plus simplement de russophobie qu'il s'agit. Il s'est exprimé à propos des autres nationalités habitant l'Ukraine. L'interview de M. Zelensky du 5 août de l'année dernière a été l'apothéose. Il a recommandé à tous ceux qui se croient russes de s'en aller en Russie pour le bien de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Allez-vous-en, a-t-il dit. À mon avis, les décisions qui viennent d'être prises par les habitants d'un certain nombre de régions d'Ukraine sur la tenue de référendums sont une réponse appropriée. Sur fond de la lutte contre l'agression russe et contre le séparatisme, la poursuite des dissidents prend de l'ampleur en Ukraine. En mars dernier, 11 partis politiques ont été interdits sous prétexte de leur lien avec la Russie. Les principales chaînes russophones d'opposition sont fermées depuis longtemps. Les sites internet qui ne plaisent pas au gouvernement sont bloqués. Les journalistes qui tentent de faire entendre un point de vue alternatif sont poursuivis. Une personnalité éminente ukrainienne, Berejnaya, qui s'est exprimée plusieurs fois aux Nations Unies et à l'OSCE sur la montée du néonazisme en Ukraine, se trouve actuellement dans les geôles du service de sécurité du pays. Sans aucun doute, l'Ukraine s'est définitivement transformée en un État totalitaire d'esprit nazi où l'on bafoue impunément le droit humanitaire international. Il n'est pas surprenant que les forces armées ukrainiennes et les bataillons nazis recourent à la tactique des terroristes et se servent des civils comme d'un bouclier humain.
Dans ce contexte, la position des pays qui fournissent l'Ukraine en armes et en véhicules militaires et forment les personnels des forces armées du pays s'avère particulièrement cynique. L'objectif est clair, il ne le cache pas, il le déclare. Prolonger au maximum les hostilités malgré les victimes et les dommages